14h31, vous êtes dans le 2 à 4. On est en compagnie de Jocelyne Cazin aujourd'hui, notre invitée spéciale qui a beaucoup de choses à dire. Et il y a déjà des gens qui nous écrivent, dont William Dussault qui nous dit Jocelyne Cazin en permanence dans le 2 à 4. Est-ce que c'est possible? Non. J'avais beaucoup aimé son entrevue avec Morin il y a quelques semaines. Donc déjà, les fans se ruent pour nous écrire et demander est-ce que vous soyez là avec nous. Mais on vous appellera quand vous serez en Floride de temps en temps au moins. Non, moi je veux vous avoir souvent. Vous avez presque fait de la politique. Vous en avez fait parce que, je dirais vous en avez fait parce que vous avez quand même droit à une conférence de presse. Vous avez appuyé la CAQ, Monsieur Legault, oui. Mais il vous a demandé de vous présenter. Vous n'êtes pas présenté. Finalement, dans 18 mois, est-ce que vous allez vous présenter? Finalement, je n'aurais pas fait mon vol en CF-18 et mon voyage à Chicago et plein d'autres trucs si je m'étais présentée. Mais au-delà de ça, d'abord, je trouve que c'est arrivé trop rapidement dans ma vie et j'avais déjà un agenda quand même assez garni, comme vous pouvez le voir. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté si vous voulez, de me coller, oui, à la CAQ en présentant, par exemple, les femmes candidates. Oui, ça rappelle. C'est là qu'on a comme pris conscience que, OK, là, c'est du sérieux. Là. Oui, je suis allée, il faut pas avoir peur. Puis même si on n'est pas dans le courant, je suis très, très consciente, moi, qu'il y a beaucoup plus de journalistes et d'artistes qui sont du côté du Parti québécois que du côté de la CAQ. Il y a plein de gens, moi, qui m'ont carrément assommé, même presque insulté sur les Twitter puis sur les Facebook. Pour penser différemment. Parce que je pense différemment. Mais en même temps... Mais c'est sûr que c'est populaire, c'est pas très populaire quand on pense un petit peu plus à droite ou même centre-droite quand on est artiste. Oui. Là, mais vous savez, moi, je suis pas à droite ou je suis pas à gauche. Parfois, je suis à droite, parfois, je suis à gauche. Je suis une femme, si vous voulez un petit peu mon portrait, je suis une femme de justice, de gros bon sens. Fait que des fois, le gros bon sens, il est à gauche, puis d'autres fois, il est à droite. Mais je serais intéressée, puis tantôt on va en parler plus tard quand même, pourquoi c'est quoi les affinités exactement avec la CAQ. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de Jean Charest qui prépare son après-carrière. On le sait, il a été 28 ans en politique. Maintenant, que va-t-il faire? Une des possibilités, beaucoup parlent de dire il va être diplomate, il va aller travailler à l'étranger. Moi, depuis une semaine, je dis toujours la même chose. Je dis, d'après moi, il va aller dans un cabinet d'avocats. Plusieurs ministres, d'anciens premiers ministres, se retrouvent dans les bureaux d'avocats avec des salaires, mais faramineux. On parlait de 1 demi-million. Moi, ce que je pensais, c'est, regarde, tu fais juste mettre les pieds dans le cabinet, on te donne 1 demi-million par année. On utilise ton nom. T'es pas obligé de travailler, là. T'es pas obligé, tu peux y aller 2 fois par semaine. Et puis, j'ai lu un article dans Le Droit Inc., qui est un magazine que je reçois, entre autres parce que je suis toujours membre du barreau. Droit Inc., c'est droit-inc.com. Et j'ai lu un article là-dessus où on nous disait que Jean Charest valait beaucoup plus que ça et que des cabinets d'avocats seraient prêts à payer jusqu'à 1,3 million par année comme salaire de base. Incroyable. On en parle avec l'auteur de l'article, René Lewandowski. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, oui, donc je sais pas si vous nous écoutiez parler un petit peu plus tôt, mais vraiment, comment peut-on justifier de payer quelqu'un 1,3 million de dollars comme salaire de base juste pour être dans un bureau d'avocat? Il va quand même pas charger 5000 heures par année, là, cet homme-là. Non, pas du tout. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cabinets d'avocats, c'est avant tout se sont rendus des très, très grosses entreprises. Il y a des cabinets d'avocats internationaux qui ont des chiffres d'affaires mirobolants. Là, on parle de 2 milliards de dollars et plus par année. Et ce qu'ils cherchent surtout, c'est ce qu'on appelle en anglais des rainmakers, c'est-à-dire des avocats qui sont capables d'attirer beaucoup de clients et pour apporter des mandats juridiques. Un homme comme Jean Charest, il a beaucoup de qualités pour ça. C'est un grand communicateur, il a un charisme exceptionnel, il a un sens de la persuasion vraiment très très fort. Il est parfaitement bilingue et ce sont toutes des qualités qui sont là pour séduire des clients qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à payer beaucoup de sous
pour donner des mandats à des grands cabinets. Donc, ce que vous me dites, c'est pas ces 3 ans de pratique en droit criminel là, qui vont lui servir là, dans les prochaines années. Non, du tout. Je dirais même que Jean Charest, s'il décide d'aller dans un cabinet d'avocats, il ne fera pas de droit comme la plupart des... je dirais bien ça. La plupart des avocats qui font le plus d'argent dans les grands cabinets, ils ne font pas de droit. Ce sont en quelque sorte des super vendeurs. Ce sont des gens qui ont fait du droit, qui ont excellé dans le droit, mais qui aujourd'hui ont un vaste réseau. Ils sont capables d'aller chercher de convaincre des grands clients. Et le travail, donc eux, leur travail, c'est d'amener des mandats dans les cabinets. Et le travail juridique est fait ensuite par une armée d'avocats qui eux travaillent beaucoup plus et font beaucoup moins d'argent. Et comme vous dites, c'est pas le premier qui ferait ça, là. Il y a eu Pierre-Éliott Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien, Lucien Bouchard, Pierre-Marc Johnson se sont tous retrouvés dans des anciens cabinets pour faire le même genre de travail. Pour les auditeurs qui nous écoutent, la question qu'on peut se poser, mais coudonc, c'est vraiment est-ce que c'est du copinage? Est-ce que c'est des c'est des liens que ces gens-là ont créés en politique et qui vont leur servir leurs intérêts, des intérêts commerciaux? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu non éthique là-dedans ou bien tout est normal? Non, c'est normal. Je trouve pas que... Non, mais par exemple, on va dire Jean Charest, il va amener plein de contrats en lien avec le Plan Nord dans les cabinets d'avocats. Ça, c'est normal. Mais il apporte aussi son expertise. Le plan Nord, d'abord, on ne sait pas exactement comment ça va tourner, le plan Nord, avec l'élection d'un gouvernement péquiste. Peut-être que si Pauline Marois augmente les redevances à un niveau tellement élevé que peut-être qu'il n'y en aura plus de plan Nord. Mais indépendamment de ça, il y a quand même des règles d'éthique ici au Québec, particulièrement la loi sur le lobbying. Donc, on verra. Mais Jean Charest, c'est beaucoup plus que le plan Nord. Il a un réseau international qui s'est bâti depuis presque 30 ans. On oublie qu'il a été 14 ans au fédéral. Il a beaucoup de clients à l'international. Mais aussi, le fait d'avoir Jean Charest dans une équipe, ça met les clients en confiance. Hein. Ça les incite à donner ce mandat à tel cabinet plutôt qu'à un autre. Mm-hmm. Le meilleur exemple, c'est vraiment au milieu des années 80, quand le cabinet Heenan Blakey a embauché Pierre-Éliott Trudeau. Ça a eu un impact immédiat et considérable sur le cabinet. Le cabinet est passé en un an de 30 à 65 avocats, juste parce que Pierre-Éliott Trudeau ouvrait des portes et puis apportait beaucoup d'eau au moulin. Donc, on parle d'une publicité de base, de dire, bon, ben vous savez, on a quelqu'un d'envergure qui est chez nous. Donc, ça, c'est tous les avocats du cabinet vont vendre ça. Il y a quand même les connaissances, parce que ces gens-là connaissent les plus grands dirigeants d'entreprise. Oui, absolument. Ils connaissent les grands dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le marché des services juridiques s'est beaucoup internationalisé. Mm-hmm. Particulièrement au Canada, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'intéressent à nos ressources. Il y a beaucoup d'activités dans l'ouest du pays, on le sait. Il y a à peu près tous les grands cabinets d'avocats maintenant ont un bureau à Calgary. Et ce qui fait que les cabinets canadiens, de plus en plus, ils envoient des équipes d'avocats à l'international pour aller séduire ces investisseurs qui vont venir ici au Canada et qui ont besoin de services juridiques. Soit quand ils forment des sociétés ou qui veulent acheter des sociétés, ils ont besoin de services juridiques à la fine pointe. Et je pense qu'un avocat comme Jean Charest, Ça, vous dites que ça vaut quand même entre 1 et 1,3 million de dollars comme salaire de base. Mais là, on parle juste du salaire de base. Moi, je dis pas ce que ça vaut, ça. Je dis ce que les recruteurs juridiques vous ont dit sous le couvert de l'anonymat, bien sûr. C'est ça, m'ont dit ce que ça valait dans le marché montréalais. Jean Charest peut toucher facilement entre 1 million, 1,3 de base. S'il ramène beaucoup de mandats, sa rémunération pourrait être ajustée avec des bonus. Ça pourrait atteindre 2 millions de dollars, comme quelques avocats à Montréal font présentement. Ben, il y en a des avocats qui font 2 millions par année? À Montréal, oui, il y en a pas beaucoup, là. Il y en a peut-être 2, 3 qui font 2 millions. Il y en a pas mal plus qui font entre 1 et 2 millions, là. Au-dessus d'1 million, il y en a plusieurs dans certains très, très grands cabinets, là, qui font ça à Montréal, même dans un marché déprimé
Ouais, ça me fait regretter un peu Vous avez- d'avoir quitté le droit, ça. Vous avez Hélène Blakey, puis vous avez Ogilvy Renault aussi, où il y a... Oui, en fait, ça s'appelle plus Ogilvy Renault, ça a fusionné avec un cabinet international qui s'appelle Norton Rose, un Oui. cabinet britannique qui a fusionné avec Ogilvy l'année dernière. Ils ont 40 bureaux partout dans le monde. Ça pourrait être un cabinet dans lequel Jean Charest pourrait aboutir. D'ailleurs, il y a- c'est dans un article que vous allez publier cet après-midi sur votre site droitinc.com. Vous nous parlez des possibles cabinets, puis il y avait Norton Rose et l'autre c'était McCarthy Tétrault. Pourquoi ces deux cabinets-là? En fait, Jean Charest a beaucoup d'amis dans la communauté juridique, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il en a deux vraiment très très proches. Un qui s'appelle Marc-André Blanchard, qui est le grand patron de McCarthy Tétrault, et qui est aussi l'ancien président du Parti libéral du Québec. Alors, ce sont deux très grands amis. Ils se fréquentent les week-ends avec leur famille. Ils sont à peu près du même âge. Maître Blanchard est un petit peu plus jeune. Dites-moi, est-ce que c'est le même Marc-André Blanchard qui défendait la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à un moment donné? Non, ça c'est pas le même. Celui auquel vous faites allusion est devenu juge depuis. Ah bon, Oui, non, c'est pas le même. d'accord. Et puis pour Norton Rose, c'était pour quelle raison il irait vers Norton Rose? Il y a deux raisons. D'abord, il y a Brian Mulroney qui est toujours là-bas. Les deux hommes ont gardé un très bon contact. Ah oui, ils sont restés proches? Oui, ils sont restés assez proches, d'après ce qu'on me dit. Et aussi, comme je vous disais un petit peu plus tôt, Norton Rose a un réseau international, donc avec 40 bureaux partout dans le monde. C'est sûr que si Jean Charest a envie de faire de l'international bouger un petit peu partout dans le monde, un bureau comme ça pourrait être très intéressant pour lui. Donc, il pourrait à la fois faire beaucoup d'argent, je ne sais pas si c'est son vœu, mais si celle-là, il ferait beaucoup d'argent et il pourrait se balader un petit peu partout dans le monde, rencontrer des clients et voilà. Et vous me disiez, c'est pas tous les anciens politiciens qui se retrouvent à gagner des salaires faramineux dans les cabinets d'avocats. Là, on pense à d'anciens ministres comme Jean-Marc Fournier, Jacques Dupuis. Pourquoi pourquoi ils se retrouvent pas dans les grands cabinets nécessairement? Ben, écoutez, c'est pas tous les politiciens que les grands cabinets embauchent. Si on remarque surtout, ce sont surtout des anciens chefs. Hein. On parle de Jean Chrétien, Brian Mulroney, Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson qui est chez McCarthy. Tiens, justement, l'ancien chef du Parti libéral du Québec est aussi chez McCarthy Tétrault. Donc, ils vont aller chercher des gens sur qui ils pensent qu'ils vont leur apporter des mandats. Sinon, c'est pas parce que tu es un ex-politicien que tu as nécessairement un très grand réseau, soit dans le monde des affaires. C'est pas. Donc, il faut que les grands cabinets, comme je vous dis, ce sont des entreprises. Ils sont là pour faire de l'argent. Et s'ils évaluent qu'un candidat, qui soit politicien ou non, peut leur apporter des mandats, ils vont l'embaucher. Sinon, non. Qu'est-ce qui va pencher le plus dans la balance? Est-ce que ça va être les amis ou l'argent, d'après vous? Je pense pas que je pense que l'argent ça sera pas un facteur. Je pense que les cabinets vont entre 1 million et 1,3 million, c'est vrai que c'est plus important l'argent. Non, mais ce que je veux dire, il y a l'offre entre les différents cabinets va être similaire là, à quelques centaines de milliers de dollars.